Bonjour le boulgour, aujourd'hui c'est Fez. Tiens. Fez est un jeu qui ravive un genre trop souvent délaissé, le plateforme aventure. Sorti le 13 avril 2012 en téléchargement sur le Xbox Live, Fez a été développé par le studio indépendant montréalais Polytron Corporation. Il est le fruit de l'imagination débordante de Jacques-Paul-Philippe Poisson, plus connu sous le pseudonyme de Philfish. Ouais, il lui fallait un pseudo. Il a été créé par une équipe très réduite. Fez peut être décrit comme un jeu de plateforme aventure saupoudré de nombreuses énigmes, dans lesquelles on incarne Gomez, petit personnage qui va devoir utiliser son pouvoir de changement de perspective pour évoluer dans les nombreux niveaux du jeu. La bande originale de Fez a été entièrement composée par Rich Vreeland, plus célèbre sous le pseudo Disaster Piece. Il est connu pour ses bandes son mêlant rétro et moderne, dont par exemple Drawn to Life, Zonair ou encore Beat Trip Runner 2. L'écran titre du jeu ne laisse que peu de place au doute, que ce soit visuellement ou musicalement. Le compositeur a pris en considération l'esthétique du jeu, sorte de mélange de pixel art et de level design moderne, et va dès l'écran titre installer son propre style. La musique fait entendre des nappes sonores accompagnées de ce qui pourrait ressembler à un son de vent légèrement saccadé et buggé. La mélodie très réverbérée donne une sensation d'espace infini. On peut remarquer que la coloration globale de cette musique nous ramène vers des sonorités de l'époque 8 bits. Mais pas vraiment, et pour mieux comprendre la façon de composer de Disaster Piece sur Fez, abordons en substance ce qu'est la musique 8 bits. Ce qu'on appelle musique 8 bits chiptune, c'est une musique électronique synthétique, produite à partir de la puce sonore d'une console, d'un ordinateur ou même d'une borne d'arcade entre la fin des années 70 jusqu'aux années 90. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les musiciens de l'époque 8 bits ne composaient pas comme ceux d'aujourd'hui, car ils devaient programmer leur son directement avec et dans la machine. Ils devaient aussi se plier aux contraintes des faibles capacités des puces sonores. Et c'est cette limitation technique qui a servi à définir les codes d'un nouveau genre musical, la musique 8 bits, avec des résultats différents selon le type de matériel utilisé. Pour mieux comprendre ces différences, faisons un comparatif sonore avec Spider-Man Return of the Sinister Six sur Master System et sur NES. Voici la version Master System, puis la version NES. Le résultat est très différent. La version NES a des sons de meilleure qualité et contient plus d'éléments musicaux, tout simplement car sa puce sonore est plus puissante que celle de la Master System. Il y avait un contact très rapproché entre homme et machine dans le but de dépasser ou de profiter des capacités sonores de ces vieilles consoles. Et on peut dire que les compositeurs de cette époque sont devenus les pionniers d'un nouveau style musical. Mais on y reviendra plus précisément dans un épisode dédié à la musique 8 bits. Aujourd'hui, le terme chip music est attribué à la musique s'inspirant des créations de cette époque, et c'est en partie ce qu'on peut dire de la bande originale de Fez. En partie seulement, car même si Disaster Piece utilise ses codes sonores, il veut aussi créer des compositions plus modernes, avec des sons qui, même s'ils restent toujours typés 8 bits, évoquent beaucoup plus des morceaux électro actuels. Mais il va aussi réussir à mélanger ces deux époques au sein de mêmes morceaux, par exemple celui-ci. On peut écouter des percussions très modernes et propres se mélanger avec d'autres sons beaucoup plus rétro. Parfois on peut même, en tendant bien l'oreille, se rendre compte que l'effet 8 bits peut être produit par un simple filtre appliqué à la musique. Pour prouver ça, faisons une petite expérience. Si on se détache du son sali, on peut distinguer un instrument de percussion métallique, tel une cloche ou un hang drum peut-être. Prenons juste le son de cette vidéo et passons-le dans un logiciel qui va nous permettre de salir les sons pour leur donner une couleur 8 bits. Et voilà un hang drum 8 bits. Est-ce que ce son ne ressemble pas à ce qu'on a pu écouter tout à l'heure dans Fez ? Disaster Piece utilise donc plusieurs procédés pour arriver à un résultat unique, en se servant de sons synthétiques ou de sons chiptunes, ou même en modifiant le son d'instruments réels pour les colorer façon 8 bits. Le traitement sonore est donc à la fois moderne et passéiste. Musique et sound design se font totalement dans Fez pour créer un tout cohérent. Et le sound design va s'allier à la musique pour rendre les différents tableaux plus vivants, en leur intégrant par exemple des sons d'animaux synchronisés à l'image. Il n'y a pas de différence de volume entre musique et son. Tous ces sons de vent, d'animaux ou autres sons naturels sont en réalité synthétiques. Prenons l'exemple du son de cette chute d'eau. Et voilà, il s'agit en réalité d'un bruit blanc, comme on en retrouve sur la neige de nos vieilles télévisions cathodiques. Prenons par exemple ce son. Sans contexte visuel, impossible de savoir à quoi le rattacher. En fait, il s'agit d'un son d'oiseau, car univers graphique,
musique et son se lient autour d'une même esthétique. C'est parce que toute l'esthétique du jeu, la musique, les sons 8 bits et les graphismes en pixel art modifient notre perception visuelle et auditive qu'on se retrouve à accepter plus facilement un son synthétique comme étant celui d'un animal. Parfois, le compositeur pousse le vice jusqu'au point de confondre musique et sound design. Tenez, par exemple, ce décor de cimetière va s'illustrer grâce à plusieurs couches sonores, 2 pour la musique et 1 pour le sound design. Pour créer un sentiment de malaise, Disaster Peace va tout d'abord nous faire entendre un scintillement de notes aiguës dont le rythme semble presque aléatoire. Et puis le sound design fait entendre des sons d'éclairs 8 bits parfaitement synchronisés avec l'image. Et ensuite, dernière couche, la musique va elle aussi évoquer l'orage, les éclairs, en nous faisant entendre une sorte d'énorme cloche synthétique au volume sonore surprenant. Et comme ces coups de cloche et ces éclairs apparaissent aléatoirement au milieu du scintillement musical, la tension est parfaitement rendue grâce à ce côté imprévisible. On peut donc parler de sound design adaptatif et intelligent. Autre exemple, il y a un cycle horaire jour-nuit présent dans le jeu et la musique va s'y adapter. Notez dans ce passage comment la musique va s'épurer une fois la nuit tombée. Il ne reste plus que quelques notes éparses et tout paraît plus fuyant, plus distant. Ce processus s'ajoute pour donner de l'importance au décor et permet de redécouvrir chaque tableau traversé. La musique suit également la progression du joueur dans les tableaux. Plus le joueur va progresser dans certains types de décors, plus la musique va s'enrichir ou au contraire s'appauvrir. Ici par exemple, la musique ne contient que quelques résonances en fond, puis lorsque Gomez va passer au tableau suivant, la musique va s'enrichir et proposer plus de sons, de rythme et de mélodie. Tandis qu'à d'autres moments, la musique va progressivement s'effacer au profit du sound design pour suggérer au joueur la présence d'une énigme. Prenons l'énigme du diapason. Gomez pénètre dans un tableau dans lequel il doit gravir plusieurs étages. Plus il monte, moins la musique se fera présente, comme pour suggérer que le diapason au sommet du niveau doit être le centre d'attention du joueur. Une fois arrivé en haut, la musique ayant totalement disparu, le joueur perçoit plus facilement une présence rythmique dans sa manette et dans ses enceintes. Il va s'agir de reproduire en rythme cette séquence entendue ou ressentie via les gâchettes de la manette pour résoudre l'énigme. Et tout ça, ça fait aussi partie du travail de suggestion qu'on avait évoqué tout à l'heure. La musique semble expliquer aux joueurs, par ses nuances de présence, l'importance des tableaux dans lesquels ils jouent et le degré de concentration requis pour le terminer. Le jeu intègre aussi un principe qu'on a déjà évoqué dans l'épisode Super Mario Galaxy, la plateforme en rythme. Tenez, ici pas de métronome, mais la musique symbolise les plateformes par des petits sons fuyants. Et comme le principe de Fez est le changement de perspective, Disaster Peace intègre une notion de spatialisation sonore en jouant sur la stéréo. Et une fois la perspective changée, c'est le son, qui nous permet de nous repérer dans l'espace pour savoir où sont situées les plateformes. Tenez, un autre principe, dans le niveau nommé glitch. Si la musique n'évoque pas uniquement les glitches sonores, elle met en relief ce décor perturbant, une espèce de synthèse buggée de tous les niveaux traversés. Et à l'instar du décor, il s'agit en réalité d'un remix de toutes les pistes sonores du jeu. On peut distinguer les percussions utilisées dans le morceau précédent, ou encore cette mélodie, ou même ces quelques accords modifiés. Disaster Peace s'est amusé à condenser toutes ces musiques en une seule pour coller au plus proche à l'esthétique du décor. Un exercice virtuose qui, partant d'un mélange de plusieurs sources, donne naissance à une musique unique. Les musiques de Fez jouent donc un rôle central dans le gameplay, mais elles sont aussi vecteurs d'ambiance. Prenons l'exemple du passage des égouts. Les teintes du décor rappellent celles d'un jeu Game Boy, et l'univers sombre, sale et glauque amènerait logiquement une composition soulignant ces différents aspects, comme celle-ci. Et ça pourrait fonctionner, la musique évoquant alors une tension tout à fait palpable. Sauf que Disaster Peace va mettre le décor en valeur d'une toute autre manière, en le sublimant et en lui donnant un aspect mélancolique inattendu.
Le joueur perçoit donc le décor différemment, suggéré par le regard du compositeur, et la sensation de peur s'estompe pour laisser place à la contemplation et à l'exploration. Et cet exemple démontre encore une fois le pouvoir de suggestion que la musique peut opérer sur le ressenti du joueur. Pour magnifier une ambiance nocturne, Rich Freeland puise son inspiration chez les compositeurs classiques comme le Clair de Lune de Debussy. On retrouve dans ces deux extraits le même type de couleur sonore et cette même douceur ambiante. Pour ceux qui n'ont pas encore joué à Fez, attention, spoil. Si au départ Phil Fish voulait la sonate au clair de lune de Beethoven dans la dernière scène du jeu, Disaster Peace a pris la liberté de lui proposer le prélude en mi mineur de Frédéric Chopin, tout en lui appliquant un filtre 8 bits, en gardant les nuances de l'œuvre originale et en s'adaptant à la vitesse et au mouvement de l'image. Après avoir joué à Fez, qu'est-ce qu'on peut se dire à part waouh? Ce jeu c'est une véritable lettre d'amour au jeu de plateforme aventure comme on n'en fait plus. Mais c'est aussi une ode à la modernité, avec des idées de gameplay bien senties, une bande son intelligemment composée et une esthétique surprenante. Fez est un jeu rare créé par un personnage déroutant, Phil Fish. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui et sur le jeu vidéo indépendant en général, on vous recommande chaudement l'excellent documentaire Indie Game The Movie. Et vous comprendrez pourquoi, suite à certains événements, Phil Fish s'est retiré de la scène indépendante du jeu vidéo, et au vu du chef-d'œuvre qu'est Fez, c'est regrettable.